Donc oui, je reprends tout, entretien avec morphine, puis entretien avec JC Devenay, et ensuite tableau. C'est comme ça aussi. Ah oui, c'est comme ça, ouais. C'est bon? Ça marche? Je te laisse ouvrir pour la chose. Oui, ça marche. Juste qu'il a... Il est en train de la chercher. Donc, Morphine, en plus d'être une brillante chercheuse, comme nous avons pu voir ce matin, est également blogueuse et dessinatrice. Elle illustre notamment le magazine Cosette, donc peut-être qu'une bonne partie d'entre vous la connaissent pour ça. Et vous avez pu voir son site à travers les liens qu'avait mis Isolde sur l'événement de la journée. Et entre autres choses, elle a réalisé la très belle affiche de cette journée et nous la remercions pour ça. Donc je vais te laisser présenter les images que tu Mais en fait, j'ai pas spécialement, c'était en fonction des demandes du moment, donc j'ai pas particulièrement de... On a qu'à mettre celle-là. Vas-y, présente ce que tu veux et je vais... Voilà. Non, c'est juste comme on la met en fond comme ça pour décorer et je te laisse poser des questions. D'accord. Très bien. Ma première question, c'est comment est-ce que tu en es venue à dessiner en fait? Oula. Au dessin et qu'est-ce que... Alors, ah oui, le micro. Voilà. Le dessin, ça remonte à assez loin, en fait, je ne m'en souviens pas, puisque c'est à partir du moment où ma grand-mère, chez qui j'étais très régulièrement, a voulu avoir la paix, et où elle m'a donné des crayons et un nombre illimité de feuilles, ce qui est resté un fantasme pour moi. Dès que je vois du papier, je pars du principe que c'est à volonté, et je trouve ça génial. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir un blog et qu'est-ce qui t'intéresse justement dans cette idée de dessiner, de partager tes dessins? Alors, j'ai commencé mon blog en 2006. À l'époque, j'étais en prépa à la Canale. Et bon, c'était un petit peu un exutoire puisque l'idée, c'est que, évidemment, je gribouillais pendant les cours et que ça faisait rigoler mes copines. Et donc, à l'origine, j'avais mis en personnage la plupart des élèves de ma prépa et je faisais des petits sketchs. Et c'était plutôt pour les faire rire, en fait. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus fréquenté que ce que je pensais. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, il faut faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, je me suis mise à publier plus régulièrement. Il fut un temps où j'avais jusqu'à 3 notes par semaine. Il est loin maintenant. Et bon, en fait, c'était aussi la grande époque des blogs BD. Hein. Le gros début de la vague, c'est vraiment 2005. Enfin, ça a commencé en 2000 en France, mais à partir de 2005, on a vraiment une multiplication des blogs BD. Et il y avait aussi une sphère sociale qui était intéressante dans ce milieu-là, qui était différente de ma sphère sociale habituelle d'élèves de classe prépa. Donc, c'était des dessinateurs, c'était des punks, c'était des gens qui étaient drôles. Et donc, ça me changeait un peu, quoi. Et donc, c'est un milieu que j'aimais beaucoup fréquenter pour ça. Il y avait aussi le fait d'avoir des retours sur mon travail. Au début, ça m'a beaucoup emballé. Ensuite, de moins en moins, parce que finalement, on a moins de retours sur son travail que... des effets, enfin les commentaires d'un blog BD de ma génération, c'est plutôt des effets de connivence avec l'auteur, enfin des effets de connivence d'ailleurs complètement imaginés avec l'auteur, que des vrais commentaires sur le travail qu'on fait, parce que les gens finalement qui ont vraiment des choses à dire en rapport avec notre production, c'est les gens qui nous envoient des mails en fait. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu te définis comme féministe. Oui. Et tu as une certaine approche du féminisme. Et quel lien tu fais entre... est-ce que tu as vu ça comme une façon justement de partager ton féminisme, de partager tes idées, où tu vivais sur un mode séparé? Et surtout, est-ce que tu as réfléchi à l'esthétique de tes personnages par rapport à cette idée-là? Alors la question est vraiment, vraiment passionnante. Je vais du coup prendre du temps pour y répondre. Je me définis comme féministe depuis pas très longtemps, finalement, depuis, je dirais, à peu près 5 ans. Sans qu'il y ait eu un événement déterminant, mais disons qu'il y avait un certain nombre de choses dans mon rapport à ma propre apparence, à ce que je me sentais être aussi, mes relations avec les gens et en particulier avec les hommes. Globalement, mes relations avec mon entourage et la manière dont je percevais la société, il y avait des choses que j'avais constatées, mais que j'avais pas formulées théoriquement. Et pour moi, le féminisme, c'était comme pour beaucoup de gens, une sphère abstraite avec des femmes qui hurlent et qui ont du poil sous les bras. Enfin, vraiment, j'en avais pas d'autre idée que ça avant ce moment-là.
Et simplement, moi, je me disais, voilà, ça m'agace particulièrement dès que je discute avec un homme à table ou dès que je rencontre quelqu'un, qu'il envisage immédiatement une relation désirante, puisque c'était la plupart du temps le cas. C'est-à-dire que je pouvais difficilement parler de mon travail sans que directement on me demande mon numéro de téléphone pour aller dîner. Pour mon blog, c'était à peu près pareil aussi. J'ai eu beaucoup de retours, de gens qui pourtant avaient vu uniquement le blog, c'est-à-dire, le personnage me ressemble quand même pas. Là, elle est obèse, hein, elle est pas comme ça normalement. Je vous montrerai après. Mais le personnage est pas, c'est pas comme des gens comme Pénélope Bagieux ou Margot Motin qui représentent une féminité, déjà des personnages qui sont plus réalistes et puis une féminité qui est un peu idéalisée. Donc mon personnage n'est pas du tout censé susciter le désir. Et donc j'étais très surprise d'avoir des mails vraiment enflammés de déclarations d'amour. Je me disais, ça serait pas arrivé si j'étais boulet, quoi. Enfin, peut-être que si, mais... Donc c'était des choses simplement sur lesquelles je mettais pas de mots. Jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce que ça pouvait être que le féminisme, que je me rende compte que les féministes n'étaient pas des harpies, contrairement à ce qu'on avait essayé de me faire croire, et que même j'en étais une, en fait. Et de féministe, pas de harpie. Et à partir de ce moment-là, quelque chose que j'avais jamais rendu conscient est apparu rétrospectivement comme une partie importante de ma production, de mon travail, de mes réflexions et de ma manière de vivre et d'exister. Et je me suis rendu compte notamment que ce personnage que j'avais dessiné à l'origine comme minimaliste, par opposition au reste de ma production qui était plutôt réaliste, dans un style beaucoup plus travaillé, etc., était également dépourvu de tout signe sexué. Je vais essayer de trouver une image un peu plus... on la voit un petit peu ici. Voilà, on la voit pas très très bien. Le personnage est donc dépourvu de traits du visage. Il a uniquement des yeux et une bouche. Il a les cheveux longs puisque c'était la coupe que j'avais quand j'ai créé le personnage. Et il n'a pas de poitrine, il n'a pas de doigts, il n'est pas habillé. Il n'a pas de cils, il n'a pas de lèvres. Donc en fait, il n'a aucun trait de sexuation habituelle des personnages féminins. Donc déjà, ça c'était... Et le style même, d'ailleurs, n'a pas les espèces de stylème récurrents qu'on trouve chez la plupart des dessinatrices qui se veulent girly ou des choses comme ça, les cheveux qui font des grandes boucles, les courbes, les machins, les trucs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était probablement parce que je voulais que ce personnage soit un personnage avant d'être un personnage féminin. Voilà. D'accord. Et maintenant, en fait, depuis très récemment, en fait, mon blog commence à prendre une orientation un peu dans ce sens-là, notamment depuis que j'en ai discuté avec Janine, dont je ne citerai pas le vrai nom, mais l'auteur de Poil à fille, qui est un blog, un extraordinaire blog, qui est une amie et qui, elle, a d'emblée voulu que son blog soit orienté sur la vulgarisation philosophique et régulièrement avec des réflexions féministes. Et en fait, je me suis dit, effectivement, c'est une idée absolument excellente et je vois pas pourquoi, moi aussi, je ménagerais mes lecteurs. Enfin, il n'est pas question de ça, donc s'ils sont pas contents, ils s'en vont. Et maintenant, donc, je fais plusieurs notes. Donc celle-là, par exemple, c'était sur... une question qui m'intéresse beaucoup, c'est le harcèlement et notamment le harcèlement sexuel, enfin le harcèlement sexiste en fait, disons-le. C'était une note donc qui racontait une anecdote tout à fait véridique qui m'est arrivée sur un homme que j'avais trouvé en train de se masturber à côté de moi en me regardant dans un wagon de train à 18h. Voilà, et donc j'ai décidé en fait d'abord de transformer ces anecdotes parce que c'est malheureusement dans la vie d'une femme ça arrive assez souvent ce genre de mésaventures et sur le coup j'en menais pas large quand même et le fait d'en faire une blague sur mon blog, le fait que ça puisse faire rire, ça vous a fait rire mais ça m'a fait rire aussi quand j'ai trouvé la blague et je l'ai trouvée tout de suite puisque c'est effectivement ce que j'ai dit au contrôleur. Et donc je me suis rendu compte que c'était une très très grande force donc là j'ai fait aussi une note sur l'IVG, je prépare une note qui devait arriver hier soir mais qui n'est pas finie parce que je finissais ma com. Donc sur les réponses possibles, le harcèlement de rue. D'accord. Voilà. Très bien. Et par rapport à... Est-ce que tu as déjà eu envie de faire des liens entre ton travail universitaire et ton blog? Parce que fait Janine, en fait, sans parler de ce qu'elle fait dans la vie, elle fait des liens entre sa réflexion, qui est une réflexion philosophique, elle est en thèse de philo, et ce qu'il apparaît sur son blog. Est-ce que toi, tes réflexions de recherche, tu as envie qu'elles apparaissent de plus en plus? Tu as envie d'utiliser ça ou tu penses utiliser d'autres moyens pour communiquer là-dessus? Alors en fait, je pense assez sincèrement que mon sujet de thèse ne peut pas intéresser mes lecteurs. Vraiment, c'est quelque chose de trop pointu. Il n'y a pas vraiment de vulgarisation à faire parce qu'on pourrait faire de la vulgarisation à partir
d'un sujet qui soit quand même susceptible à la base d'intéresser les gens non spécialistes. Or, mon sujet est vraiment, c'est les univers inventés dans un corpus déterminé, avec tout un tas de théories autour des mondes possibles, des choses comme ça. Donc, bon, ça n'intéresse objectivement personne. Par contre, il y a d'autres choses. Depuis que j'enseigne à l'université de Poitiers, où j'ai des étudiants, notamment en sciences politiques, et eux savent très bien, les étudiants savent toujours de toute façon. Donc ils savent très bien qui je suis, ils connaissent mon blog, voilà, je fais semblant de rien, mais ils savent. Et donc j'ai envisagé par contre d'utiliser mon blog comme support pédagogique de manière pas du tout officielle. C'est-à-dire que vraiment de faire des notes qui sont vaguement en rapport avec un cours que je leur ai donné, sans pour autant dire les enfants allez voir la note du temps. Je sais qu'ils y vont de toute manière. Donc il y a ça, et par contre le travail que je fais moi en bande dessinée m'intéresse beaucoup, heureusement, mon sujet de thèse m'intéresse moi, et il nourrit les projets que j'ai parallèlement à ce blog. Tu peux nous en parler ? Un petit peu, mais pas trop. J'ai en fait écrit plusieurs scénarios de BD depuis assez longtemps maintenant. J'en ai quasiment une dizaine de projets dans mes tiroirs, et j'en ai au moins 2 qui sont intégralement rédigés. Simplement par manque de temps, de motivation, j'ai pas réussi encore à les concrétiser. Et actuellement, je travaille sur une bande dessinée avec un scénariste qui est à l'origine un scénariste de série télé. Donc je ne peux pas en dire plus. Mais vraiment, les recherches que j'ai faites, le fait d'analyser en permanence de la bande dessinée, etc., ça a vraiment influencé mon travail de manière très très significative. D'accord. J'ai également une question. Alors, on avait pensé inviter... Vous allez m'aider. Celui que je voulais inviter, mais j'ai perdu le nom, j'ai une mémoire de nourrir. Ferron ? Ouais, Ferron. Et Benoît Ferron. D'accord, je connais pas. Et il a fait Le Royaume notamment, enfin, il dessine beaucoup et il a plusieurs blogs. Je fais une longue introduction. Il a plusieurs blogs, et il a un blog notamment où il fait des dessins racontant l'histoire d'une fille en fait dans la vie de tous les jours. Mais jamais il se présente lui, jamais il dit qui il est. Et il raconte que autant sur ses blogs habituels où il se présente comme un homme et qu'il dessine comme un homme, il a des remarques sur son travail. Et là, il a eu des remarques sur sa personnalité, sur « Ah, si tu fais ça, c'est peut-être que tu n'agis pas... » Enfin, voilà. Quand il s'est mis derrière l'histoire d'une fille, on l'a considéré comme une fille, et à partir de là, on s'est donné le droit de lui faire des remarques sur qui il était. Est-ce que tu as connu des choses comme ça, et comment tu fais pour gérer surtout ce genre de situation Ça, c'est la grande question d'être une dessinatrice de bande dessinée. C'est que quand on est invité à des événements en général, c'est pas le cas aujourd'hui, je suis invitée en tant que dessinatrice, c'est-à-dire en tant que femme. Qu'est-ce que c'est Je suis invitée dans des événements du style les blogs au féminin, sachant que mon blog n'a absolument rien d'un blog au féminin, à part qu'il est fait par une femme. Voilà, donc ça c'est une chose. Effectivement, quand on est auteur, on partage ce trait particulier des personnages féminins en bande dessinée qui est d'être défini presque exclusivement par son sexe. Donc c'est effectivement un problème. J'ai ce type de réaction sur mon blog, sachant que j'ai un lectorat en fait qui est, j'ai pas fait d'études ou quoi, mais qui est essentiellement constitué de gros geeks et de grosses geekettes. Vraiment, c'est des gens qui consomment énormément de jeux vidéo, de mangas, et qui sont attachés à mon blog dans ce sens-là, notamment pour l'humour. Donc c'est des gens qui n'auront pas nécessairement tendance à sexualiser tout le contenu, mais c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, cette anecdote du fan qui m'a écrit vraiment un mail, mais j'ai envie de passer ma vie avec toi, et je lui dis mais tu m'as jamais vu, t'as aucune idée de ce à quoi je ressemble, si ça se trouve je suis horrible, si ça se trouve je suis un homme. Et il m'a dit non, je suis amoureux de ton personnage, mais je pense que je suis amoureux de toi aussi, etc. Et ça fait 7 ans qu'il m'écrit, il continue. Et donc ce type de réaction, effectivement, je pense que je l'ai uniquement parce que je suis une femme. Et après, dans ma pratique personnelle, moi personnellement, j'ai pas l'impression de faire un contenu différent parce que je suis une femme, sauf quand je m'intéresse spécifiquement à des problématiques féministes, mais c'est très récent. Et dans mes projets de bande dessinée, j'ai des personnages qui sont alternativement masculins et féminins sans que ça détermine quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand j'ai eu le projet, je me suis dit tiens, ça rendrait bien avec un personnage masculin ou avec un personnage féminin, mais bon, je ne sais pas encore, pour ne pas avoir encore publié le BD, je ne sais pas si j'aurai des retours particuliers s'il y a un personnage féminin ou je sais pas. D'accord.
Et j'ai une dernière question, mais qui porte plus sur le dessin. Et alors j'essaie de... En fait, le Hulk que tu as créé est comique parce qu'il joue sur la thématique du travestissement. Et je me demandais si, en tant que dessinatrice ou dessinateur, donc cette question se pose moins pour les scénaristes, je pense, c'était possible de créer un personnage travesti qui ne soit pas drôle. Oui, je pense que c'est tout à fait possible, ouais. En l'occurrence, j'ai souhaité qu'il soit drôle, et d'ailleurs, je ne me suis pas limitée au travestissement, j'ai aussi, je ne sais pas si on pourrait, je sais plus si je l'ai prise avec moi, cette image. Bah non, je crois pas, c'est un petit peu bête, mais vous avez peut-être en tête l'image de l'affiche, voilà. Sur Internet, sinon on peut aller chercher l'affiche, hein, elle est sur la porte. C'est vrai qu'elle est sur la porte. Oui. En fait, le personnage, en l'occurrence, est assez drôle parce que c'est une masse musculaire considérable qui repose sur des tout petits talons aiguilles, et donc c'est pas du tout possible, en fait, du tout. Et on voit même d'ailleurs que ses pieds sont boudinés dans les talons. Les escarpins sont trop petits pour lui. C'est aussi drôle parce que j'ai donné à cette énorme masse musculaire, avec un ancrage très lourd et tout ça, une position qui n'est pas, qui est assez difficile à tenir, et qui est plutôt sautillante et plutôt aérienne, et qui est stéréotypiquement féminine aussi. Merci. Donc en fait, ça repose pas uniquement sur le travestissement, et d'autant que merci. J'ai aussi fait en sorte que, par exemple, l'espèce de pantacourt déchiré de Hulk devienne une mini-jupe déchirée. Il porte pas non plus on voit quand même qu'il a une physionomie masculine puisqu'il a des pectoraux et pas de poitrine. Et la boucle d'oreille, finalement, vu qu'on n'en voit qu'une, pourrait être cet attribut masculin qui est la boucle d'oreille unique. Voilà. Et pour la position, comment est-ce que... Parce que, alors, moi, j'avais pas vu tout de suite, en fait, que c'était travesti, mais ça me faisait rire. Rien que dans la position, en fait, dans la posture que tu lui as donnée, et qui est effectivement très pin-up. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je me suis simplement inspirée des positions de pin-up, donc qui ont vraiment pas l'air de toucher le sol. Normalement, cette position-là, typiquement, elle vise à valoriser la poitrine, puisqu'on a les bras comme ça en avant. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas de poitrine à valoriser. Donc, c'est... Oui. C'est un sourire ou un rictus de douleur? Et ben voilà, je voulais aussi que ça, ce soit entre les deux, parce que finalement, Hulk ne sourit pas. Enfin, je me défie de trouver une seule image où Hulk sourit. Il est tout le temps dans ce type de rictus. Et donc, le sourire, qui est censé aussi être un attribut de la féminité mis en valeur par le rouge à lèvres, je voulais qu'il soit également déformé ici. Mais je pense vraiment qu'il est possible de dessiner des personnages de travestis pas drôles. Je crois que j'en ai déjà dessiné aussi. J'en ai peut-être un là. Attends. Je te le retrouve peut-être. Ah non, attends. Ah oui, je peux vous montrer aussi quelque chose d'assez drôle. J'avais fait, à un moment donné, une blague sur mon blog. J'ai un 1er avril, en fait, j'ai fait le 2 avril pour que ce soit moins évident que c'était une blague. J'ai changé mon blog en disant en fait j'ai discuté avec un éditeur qui m'a dit que j'avais pas d'avenir en faisant ce que je faisais et qu'il valait mieux que je fasse de la BD girly. Et donc j'avais changé le design de mon blog et en bannière j'avais mis ça. Et donc j'avais complété par des dessins pareil assez stéréotypés. Donc je vais essayer de vous en trouver un. J'avais changé le personnage et j'avais dit que le nouveau personnage ce serait celui-ci. Et ça m'a beaucoup rassurée, je me suis fait insulter par mes lecteurs. Vraiment, qui m'ont dit c'est terminé, je viendrai plus jamais sur ton blog, ce que tu fais maintenant c'est de la merde, c'était bien avant, je vois pas pourquoi tu te laisses entrer dans ces trucs-là, etc. Donc voilà, c'était aussi une forme de travestissement. Et la vraie bande dessinée avec le travesti, j'aimerais bien que ça se charge, elle était là. J'avais fait ça pour un collectif qui est paru lors du festival de Lyon, celui où on s'est rencontrés, je sais plus quelle année c'était. Enfin bon bref, qui est paru à cette occasion-là. Qui était, j'avais changé l'histoire de Cendrillon pour en faire l'histoire d'un travesti. Donc en fait, il doit rentrer chez lui avant le 12e coup de minuit pour qu'on ne voit pas que c'est en réalité un travesti. On voit ici, dans les premières vignettes, c'est manifestement un personnage féminin. Ses attributs, en fait, tombent au fur et à mesure de sa course, son rouge à lèvres, ses chaussures, etc. Donc tous les attributs de la féminité s'en vont. Et à la fin, voilà, c'est un personnage qui finalement là, il est dans un style assez minimaliste. Et j'avais refait aussi de cette façon-là. Et je trouve qu'effectivement, il n'est pas du tout ridicule. Ouais, effectivement. Et non, mais je sais pas si... Et est-ce que
est-ce que ça t'a intéressé et que tu as essayé de le faire, de garder plutôt, de ne pas être dans une esthétique minimaliste, mais de ne pas forcément sexualiser les personnages. Enfin, comment est-ce que tu fais pour éviter de sexualiser les personnages sans être forcément dans le minimaliste? Alors ça, c'est super intéressant aussi. On en parlait un petit peu tout à l'heure sur la question de la représentation des corps féminins, la représentation complaisante des corps féminins. Et je disais que moi, en tant que dessinatrice, j'avais aussi beaucoup de plaisir à dessiner des corps féminins, en particulier nus. Et que je me l'expliquais plutôt par des habitudes culturelles en fait, acquises malgré moi. Et en fait, j'ai réfléchi, un de mes premiers projets de bande dessinée pour lequel j'avais déjà fait pas mal de croquis et quelques planches, était une bande dessinée à teneur un petit peu érotique. Pas uniquement érotique, mais vraiment il y avait beaucoup de scènes. Voilà, c'était une histoire de couple, voilà. Et les deux personnages, en fait, étaient forcément érotisés, puisque les scènes étaient érotisées, mais de manière intermittente, uniquement pendant les scènes d'amour ou des choses comme ça, et de manière équivalente l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'érotisation excessive. Je me refuserais toujours, par exemple, à dessiner une femme dans une posture, dans ces postures qu'on ridiculisait tout à l'heure à table, qu'on voit sur les couvertures de comics, où on voit à la fois les seins et les fesses, et on ne comprend pas comment c'est possible anatomiquement. Ou alors l'idée, voilà, typiquement... Ou alors l'idée de la femme qui, même quand elle se débat parce qu'elle veut pas, ou qu'elle est pas d'accord, ou qu'elle est fatiguée, trouve moyen d'être extrêmement cambrée, d'offrir son ventre et ses seins. Et donc je me refuse, même dans les scènes érotiques, à dessiner ce genre de choses. L'érotisme passe par beaucoup d'autres choses, par les cheveux, par la représentation de l'angle entre le cou et l'oreille, par ce genre de choses. Et j'ai aussi un parti pris qui est de ne pas érotiser le corps inutilement. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un moment où je veux souligner que c'est un moment de désir, eh ben, le corps peut être nu sans être érotisé. Et je pensais par exemple au fait que pour compenser cette érotisation systématique du corps féminin, certains auteurs choisissent d'érotiser aussi le corps masculin, alors que moi je choisis plutôt de gommer l'érotisation de l'un et de l'autre. Et donc par exemple, quand je dessine une femme qui est assise nue parce que c'est le matin et juste elle n'est pas habillée, et voilà, elle est assise, il y a des plis, on voit pas nécessairement sa poitrine, le sein tombe un peu, c'est tout, et elle est assise de manière voilà. Enfin, pour moi, il y a un truc qui est assez symptomatique, c'est la forme des seins. Dans les dessins qui érotisent systématiquement les seins, ils sont toujours parfaitement ronds. L'angle qui est au-dessus du sein, il me faudrait de quoi vous le dessiner, mais l'angle supérieur du sein est nécessairement rebondi. Ce qu'il est effectivement quand on porte un soutien-gorge ou quand on a vraiment une poitrine exceptionnelle. Mais je veux dire, une femme qui ne porte pas de soutien-gorge à partir de 25-30 ans, eh bien, la partie supérieure de son sein est au moins droite, sinon incurvée. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais pour moi, les femmes, quand je les dessine comme ça et qu'elles ne portent pas de soutien-gorge et qu'elles ne sont pas mises en valeur, la partie supérieure du sein est légèrement droite et c'est en dessous que ça s'arrondit. Voilà, par exemple. D'accord. J'ai épuisé tout mon... Est-ce qu'il y a d'autres dessins que tu aimerais nous montrer Peut-être que j'ai quelque chose intéressante. Ce sera plutôt dans ça. Ah oui, éventuellement, comme on n'en a pas parlé, je voulais... je pouvais dire quelques mots de ce que c'est que d'être une dessinatrice de presse aussi, puisque je travaille pour un magazine qui a pris le parti de ne recruter que des dessinatrices et qui a essentiellement des journalistes femmes aussi. Et donc, je pense que ma production, en l'occurrence, n'est pas du tout orientée par ça. Enfin, il m'est arrivé que des journaux me contactent pour travailler en me disant on a envie de plus de légèreté, de plus de douceur, donc on voudrait des dessinatrices. Et je leur ai dit mais vous avez conscience de la violence de ce que je fais, vous avez conscience des blagues horribles. Enfin, je fais constamment des blagues sur les pédophiles, des blagues de caca, je dessine des gens coupés en morceaux. Enfin, vous êtes sûr que vous voulez de la douceur? Et voilà, c'est ce qui me plaît aussi dans mon travail pour Cosette, c'est qu'en général, j'ai pas trop de... Ah oui. Ah non, mais ça, c'est le bouclage de ce numéro qui est pas encore sorti. Donc, c'est... Non, je pense que j'aurais pu prendre des vieux numéros et les... Mais attends, parce qu'en fait, ça non, normalement, non. J'espère juste qu'on peut ouvrir avec l'aperçu Windows, oui, on peut le faire. J'ai le droit de faire à peu près ce que je veux, sauf quelquefois, ma rédactrice en chef m'interdit certains... j'ai par exemple eu pendant 3 mois, j'avais plus le droit d'utiliser le mot bite dans mes gags parce que j'utilisais trop, et là, en ce moment, c'est caca.
voilà, je fais pas effectivement dans la douceur et la tendresse, quoi. Mais voilà. D'accord. T'as le pencheur quand même la poupée sans expression. Oui, alors ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi, c'est que je la ménage jamais. Elle est toujours représentée. D'abord, elle est presque toujours représentée du côté des opprimés. On la verra jamais. Elle est toujours représentée comme employée, comme femme subissant le sexisme, des choses comme ça. Elle se déguise en plein de choses, mais presque jamais en dominant. Ah, c'est Arnaud Montebourg. Elle prend super cher, ouais. Voilà. Je la laisse en fond pour les questions, si ça vous convient. Finalement, est-ce que tu dirais que tu refuses de photoshopper tes dessins pour le corps érotique? Parce qu'on voit souvent dans les pubs pas dessinées, mais les pubs normales, qu'on voit dans tous les magazines ou sur toutes les stations de métro, les filles qui sont extrêmement sexualisées sont extrêmement photoshopées aussi. C'est que de la retouche. Et du coup, est-ce que tu définirais ça comme ça? Le vrai problème, ce serait justement cette retouche des corps, qu'on n'a pas vraiment un corps véritable, mais un corps tel qu'on a envie de le voir? Ou est-ce que ça a aucun rapport? Si, c'est super intéressant comme question. Je pense que, alors photoshopper en l'occurrence, ce serait le mauvais terme puisque j'utilise Photoshop pour dessiner. Mais donc ça, c'est entièrement fait sous Photoshop. Je pense qu'on pourrait plutôt parler métaphoriquement d'une sorte de photoshopage culturel, tu vois, qui fait que inconsciemment, je dessinerais des femmes particulièrement parfaites. Donc en l'occurrence, c'est assez difficile à juger sur les dessins dans ce style-là, mais par contre, j'ai beaucoup d'autres styles. Notamment, je fais pas mal de croquis en fait, soit sur le vif, soit comme ça de tête. Et les corps sont rarement parfaits. Donc par exemple ici, on a un corps qui est assez osseux avec enfin, qui est pas spécialement, il est effectivement nu, mais il est pas spécialement. Oui, non, d'accord, il y a la partie basse. Je parlais de la partie haute. Suivez un peu. Qui est particulièrement amaigrie, où on voit la cage thoracique qui est très dessinée, donc j'aime beaucoup marquer ce genre de choses. En fait, j'ai pas beaucoup de goût pour les corps lisses ou les choses comme ça. Je dessine beaucoup de nus, de nus féminins essentiellement, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Là, on en a un. Oui, bon, en l'occurrence, c'est un peu mal choisi, puisque le corps, en l'occurrence, est très beau lui-même, donc... Mais la plupart de mes modèles sont des gens... par exemple, cette fille-là a un ventre tout à fait rond et que je mets beaucoup en valeur sur d'autres dessins. Et donc, l'érotisation du corps et plus l'uniformisation. C'est-à-dire que c'est pas une nana que je dessine mince ou... J'aurais bien aimé en retrouver une. Mais j'en ai pas là. Mais c'est plus... je mets en valeur plutôt les aspérités du corps où j'aime bien dessiner... Il y a certaines parties du corps que j'aime particulièrement dessiner, genre les omoplates ou les clavicules, ou enfin chacun son truc, hein. Ou les corps particulièrement ronds, j'adore dessiner aussi le gras sur les hanches. Sur les corps masculins, c'est un peu pareil, hein. J'aime bien dessiner certaines parties, les genoux, j'adore dessiner les genoux des hommes. Et donc voilà, c'est autre chose, quoi.